Un invité. Un mot. Une conversation. Un invité. Un mot. Une conversation. Les lundis du 1. Bienvenue dans les lundis du 1, le podcast qui prend le temps de la conversation. Dans chaque épisode, Éric Fotorino reçoit un grand invité qui, à travers un mot, éclaire notre époque. Pour cette rencontre, l'athlète Tony Estanguet est l'invité d'Éric Fotorino. Il a choisi le mot « audace ». Bonsoir à vous toutes, à vous tous, et merci beaucoup d'être présents encore pour ces lundis du 1. On a beaucoup de chance ce soir d'avoir avec nous Tony Estanguet. Tony, bienvenue. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors, il y aurait 1000 choses à dire sur à la fois ton parcours de sportif. Tony fait partie de ces rares champions qui ont obtenu 3 médailles olympiques. Et s'il n'y avait pas eu la déception de Pékin, elles auraient été consécutives, mais elles ont été quand même dans 3 Olympiades de suite en canoë. Alors, on dit canoë, canoë-kayak, canoë. On peut commencer par ça, la différence entre le canoë et le kayak. Voilà. C'est la question la plus importante de la soirée. C'est très important. Il faut savoir de quoi on parle. Le canoë, on pagaie d'un côté. Le kayak, on pagaie des deux côtés. Voilà. Dans le kayak, il y a 2 K, il y a 2 A, donc ça marche par deux, on pagaie des deux côtés. Canoë, non, c'est tout simple. Voilà. Donc moi, je faisais du canoë. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai appris un mot dans ce livre, c'est le mot séiste. C'est ça. Alors, c'est des gens qui font du canoë, on les appelle les séistes. Les séistes, voilà. Moi, je ne savais pas ça. Il y avait les canoëtistes. Non, les kayakistes. Kayakistes. Ouais. Pour le kayak, on dit kayakiste, mais pour le canoë, on dit séiste. Les séistes, voilà. Donc, premier grand moment de ta vie, évidemment, une vie de sportif de très haut niveau. Deuxième moment, on va beaucoup en parler, cette fête olympique. Mais derrière la fête, il y a aussi beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de doutes, quelquefois beaucoup de pots de banane, de choses qui arrivent et qu'on ne les a pas prévues. D'où l'intérêt d'avoir été déjà un grand sportif avec des nerfs d'acier. Et puis il y a le maintenant, et tu nous parleras aussi du maintenant. Mais peut-être pour commencer, je voulais te demander, est-ce qu'aujourd'hui, tu te vis comme un sportif ou comme un très grand chef d'entreprise qui a fait que les Jeux Olympiques, rien que ça, ont eu lieu à Paris en 2024, et comment ? C'est une bonne question. J'allais dire ni l'un ni l'autre. C'est vrai que moi, j'ai eu quand même, je pense, cet état d'esprit depuis toujours de regarder devant. Et comme tu le disais, j'ai eu ces 2 premières vies où, voilà, pendant une trentaine d'années, mon obsession quotidienne, c'était d'être sportif. Et je me vivais comme un sportif et c'était un rêve. Et même plus qu'un rêve, c'était une obsession et j'ai adoré cette vie de sportif jusqu'au jour où j'ai senti que c'était fini, que j'avais besoin d'autre chose, que j'avais envie de passer à autre chose, que j'avais l'envie de vivre autre chose, vraiment. Et assez facilement, enfin, en tous les cas, sans amertume et sans regret, j'ai oublié ma vie de sportif et je me suis lancé dans cette aventure entrepreneuriale. C'est plus comme ça que moi j'ai vécu. Ouais. Je ne me suis pas du tout pris pour un chef d'entreprise. C'était pas mon univers et je ne me sentais pas forcément l'âme d'un chef d'entreprise, mais plutôt d'un entrepreneur qui se met au défi de relever un nouveau défi. C'est ça. Et j'ai adoré cette expérience là où peut-être que certains me disaient « tu ne retrouveras rien d'aussi beau et d'aussi fort que d'avoir été champion olympique sur un podium olympique ». Et c'était magique. Finalement, je dois reconnaître que ce que j'ai vécu avec Paris 2024 était peut-être encore plus fort en termes d'émotion parce que je suis passé par des états complètement nouveaux, complètement différents. J'ai été obligé de pousser tous les curseurs à fond pour un instinct de survie un peu aussi, tellement c'était difficile à certains moments, que la récompense à la fin, elle a été au niveau de la difficulté, de la complexité de la tâche. Et donc aujourd'hui, je suis très content de ne plus être dans Paris 2024,
un peu de la même manière que j'étais content d'arrêter d'être sportif de haut niveau. Je peux vous dire que moi, le 9 septembre 2024, le lendemain de la cérémonie de clôture, là où j'entendais certains dire « Oh non, mais c'est pas déjà fini, ça va nous manquer », moi j'étais très content que ce soit fini. Voilà, je n'en pouvais plus des Jeux de Paris 2024. Il fallait passer à autre chose. Et pareil, j'ai pas eu de regrets, ça me manque pas. J'ai envie de voir ce qui va me tomber dessus, comment je vais rebondir, comment je vais avancer. Et donc, je me considère ni sportif, ni Paris 2024. Mais maintenant, j'ai un nouveau chapitre à écrire. Et c'est ça qui me stimule. Alors, on parlera de ce nouveau chapitre tout à l'heure. Moi, en lisant ce livre et donc ce témoignage, tu m'as fait penser, alors ça va te surprendre peut-être, à Thomas Pesquet. Je veux dire par là que Thomas Pesquet, les astronautes, ils se préparent quelquefois des années, sans être sûrs qu'un jour ils vont voler. Et là, ce qu'on voit dans ce livre, dans ce récit, c'est que tu te lances dans cette aventure olympique alors que peut-être il n'y aura plus de candidature de la France, et en particulier de Paris, pour les Jeux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu crois quand même, alors que c'est encore ténu, la France a échoué 5 fois, je crois, dans sa demande de Jeux Olympiques d'été. 5 échecs. On a dit l'arrogance, il y avait des problèmes d'installation, probablement, plein de choses qui faisaient que c'était jamais la France. Qu'est-ce qui fait que toi, à un moment donné, tu y crois? Est-ce que c'est précisément parce que, comme champion, comme sportif, tu sais qu'il faut toujours y croire beaucoup pour y arriver? C'est cette fibre-là que tu fais vibrer en toi? Oui, quand même. C'est vrai que quand je vous dis que j'ai tourné complètement la page, c'est vrai que mes références à ce moment-là, ça reste le sport de haut niveau et ma carrière d'athlète. C'était vertigineux pour moi. Honnêtement, quand j'ai arrêté ma carrière, j'avais encore une fois passé une trentaine d'années à faire du canoë tous les jours. Et j'avais un peu cette inquiétude de ne pas forcément être capable de faire autre chose que du canoë. Et donc, quand on me propose de m'occuper de l'organisation des Jeux, j'ai dit oui tout de suite. Mais en même temps, j'ai été pris dans une forme de vertige. Mais j'ai finalement réintroduit au fur et à mesure, et c'est ce que j'essaie de raconter dans ce livre, tout ce que le sport m'avait appris. C'est ça. C'est-à-dire que pour réussir, il faut être ambitieux. Dans le sport de haut niveau, c'est la première règle. Ouais. Si on prend le départ d'une compétition, si on veut réussir... C'est pas pour figurer, c'est pour gagner. Voilà, il faut vouloir être sur la plus haute marche du podium et c'est le moteur, l'envie qui va derrière déclencher sa propre organisation, comment on se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Il faut d'abord avoir un objectif qui passionne, qui donne envie et donc le niveau d'ambition était très important. Et c'est pour ça que même si la France avait échoué, le fait de tout de suite se dire... on va mettre beaucoup d'ambition dans ce projet et on va aller chercher la victoire parce que de toute manière, il n'y a que ça qui va nous porter vers la réussite. Ça a été aussi quelque part un apprentissage de ce que j'avais compris en tant qu'athlète, c'est que pour réussir de belles choses, il faut d'abord être très ambitieux. Voilà, il y a une forme d'ego aussi dans le sport de haut niveau et pour gagner, il faut assumer le fait qu'on veut être devant les autres et être très ambitieux. Et donc ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, il y a plein d'autres apprentissages sur le fait qu'on gagne sur ses points forts. Donc, quand on s'est dit on relance une candidature, si on veut la gagner, la candidature, il va falloir qu'elle exprime les points forts de la France. C'est ça. Révélons le meilleur de ce pays dans le projet de Paris 2024. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Lille est écartée. On voit bien que Lille, ça ne pouvait pas marcher. Si la France avait les Jeux, c'était forcément Paris. Ouais, la locomotive de la capitale, c'est Paris, c'est ce qui fait rêver. Donc on a vraiment non seulement misé sur Paris, mais on a même misé sur la Tour Eiffel, sur le Grand Palais, voilà, sur tout Versailles, ce patrimoine. Ce patrimoine qu'on a voulu transformer en terrain de sport et essayer vraiment d'offrir au monde, puisque c'est le plus grand projet universel qui existe, le meilleur de la France et le meilleur de Paris dans ce projet. Il y a un mot que tu utilises dans le livre, c'est compacité, que c'était une candidature compacte, comme Londres d'ailleurs, c'était dit compact, et vous vous dites que face à Los Angeles, par exemple, où c'est des kilomètres de bouchons, etc., ça peut le faire. Oui, alors après, voilà, chacun, c'est une candidature, il y a un match avec les Américains, et pas que d'ailleurs, parce qu'au début, on est 5 pays à candidater pour obtenir les Jeux de 2024, donc chacun fait valoir ses atouts. Et c'est vrai que la France en avait quand même beaucoup, même si ce qui a été un petit peu difficile dans toute cette aventure, ça a été de résister contre ce pessimisme
vraiment latent. Et voilà, on sentait qu'il y avait une volonté féroce des Français de vouloir mettre toute leur énergie à essayer de décortiquer tout ce qui n'allait pas dans ce projet. Et nous, on résistait en disant on va gagner sur nos points forts. Et on en a plein. La France est capable de faire des choses extraordinaires. Et oui, en matière de transport, et oui, en matière de sécurité, et oui, en matière d'hébergement, de restauration, d'organisation, la France est capable du meilleur. Donc c'est ça que nous, on voulait réussir à proposer, un projet qui fasse rayonner la France. Mais alors, précisément, tu parles de sécurité. 2015 est une année sanglante qui commence et qui termine par des attentats terroristes. Est-ce que vous vous dites, c'est foutu, on ne pourra jamais convaincre le CIO? Parce que c'était 2017, hein, le dossier, il faut qu'il soit ficelé et que les enveloppes soient ouvertes de 2017. Vous avez peur en 2015 que ce soit un compromis? Oui, je pense que c'est effectivement l'un des premiers grands moments où tout peut s'arrêter. À ce moment-là, nous, on est parti peu de temps avant, hein, puisque ça fait une grosse année qu'on travaille pour vraiment commencer à constituer ce magnifique puzzle des jeux de rêve, hein, parce que moi j'avais toute ma vie rêvé des jeux et des jeux en France, et je les avais vus un peu partout à l'étranger. J'avais aucun doute sur le fait qu'en France on était capable, on avait déjà organisé des Coupes du Monde de foot, de très beaux événements. Aucune raison qu'on ne soit pas capable d'organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais c'est vrai qu'en 2015, au moment des attentats, nous-mêmes, on est pris par quelque chose qui nous dépasse, à se demander est-ce qu'il y a encore du sens? Comment est-ce qu'on appréhende ce fait d'histoire? À quel point il faut repositionner ce projet ou pas? Est-ce qu'il faut le mettre sur pause? Et finalement, on est assez aussi surpris, et c'est pour ça que moi, ça a été aussi ce projet sur une dizaine d'années, a été un peu comme une histoire d'amour quelque part avec la France, où on est passé par des moments d'intensité, des moments où on s'est engueulé, parce que c'était dur, les critiques étaient féroces contre nous, contre moi, mais il y a eu plein de petits moments où je me suis dit, ah quand même ce pays, il est incroyable. La réaction de la France face aux attaques, face aux attentats, les gens dans la rue, les gens en disant on va défendre notre pays, on va défendre nos valeurs, on y croit, on a envie d'exprimer ce qu'on est, et on a besoin pour ça de projets. Et en fait, les acteurs politiques qui, je pensais, allaient, entre guillemets, saisir ce prétexte des attentats pour tout débrancher, bah, finalement, ça a été le contraire. C'est ça. Et il y a eu un courage politique, de la classe politique, entre guillemets, parce qu'il faut oser quand même, quand on est face à plein d'autres pays, à ce moment-là, il y avait encore pas mal de candidatures internationales, de se dire on va quand même organiser les Jeux, et les 100 personnes qui choisissaient quelle allait être la ville, de leur dire non, il y a eu des attentats, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, c'était courageux. Et c'est vrai que ces petits signaux-là, ça montre quand même que dans ce pays, il y a aussi cette capacité à se mobiliser quand les combats comptent, quand vraiment c'est déterminant. On est capable d'exprimer le meilleur de nous, quoi. Et il y a eu une continuité, c'est-à-dire que c'est très bien expliqué comment François Hollande, très vite, a les mots qui, d'une certaine manière, font que ça bascule, du côté où on va y aller, on va le faire. Il pousse un peu la maire de Paris. Il pousse un peu la maire de Paris. On ne veut pas trop. Oui, exactement. Et après, tout ça va changer. Et après, quand Emmanuel Macron sera élu, j'ai été surpris, d'ailleurs, quasiment, il vient juste d'être élu et il va... il y a le président du CIO, je crois, qui est à Paris, peut-être 2-3 jours après son élection. C'est son premier rendez-vous. C'est son premier rendez-vous. Premier rendez-vous, mai 2017. Il se trouve, et ça, ce calendrier avait été déterminé dès 2015 par le CIO, que le projet de la France serait examiné début mai 2017. Et donc, il fallait que la France puisse accueillir une délégation du CIO qui allait venir faire le tour des installations, du projet, et pourquoi pas rencontrer les autorités pour comprendre un peu quelle était l'approche. Et donc, nous, on se dit, purée, ça tombe mal tout ça, jamais le président de la République va accepter sur sa première semaine de mandature, de se dire, je vais commencer par travailler sur les Jeux Olympiques de 2024. 2017, mais en fait, il ouvre l'agenda, et effectivement, il reçoit, pour son premier rendez-vous officiel, la délégation du CIO. Il a passé plus d'1 heure avec les membres du CIO. En plus, parlant l'anglais très facilement. Pour dire combien il croyait effectivement à ce projet, qu'il le soutenait, même s'il venait juste d'arriver, qu'il n'avait pas été celui qui avait initié la candidature, que c'était son prédécesseur.
qu'il s'inscrivait dans la continuité républicaine. Et donc, c'est vrai que ça a été un discours qui a été très bien perçu par le CIO. Est-ce que tu t'es vu changer? Je veux dire par là que quand on lit, on te suit vraiment quasiment jour après jour, mois après mois. Tu n'as jamais prononcé vraiment de discours. Tu es même plus pour les prises de parole un peu informelles. Et on te dit non, il faut, surtout si tu vas devenir celui qui sera la personne phare des Jeux, il faut faire un vrai discours. Tu vas faire des discours en anglais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Je vous disais que c'était vertigineux pour moi, parce que c'est vrai que, quelque part, moi, mon univers, c'était le monde du canoë. Donc, quand on me dit qu'il va falloir que tu travailles avec les autorités publiques, avec les préfets, l'administration française, que tu diriges une équipe, on est parti d'une feuille blanche quelque part, on était 4. Au début, ils sont 4 et vous allez être 4000. On finit à 4000, effectivement. Donc ça a été pour moi plus qu'une transformation, c'est-à-dire que j'ai presque tout appris dans ce projet. Et au fil de l'eau, j'ai fait appel finalement à des intuitions, de choses que j'avais comprises quand j'étais sportif de haut niveau, sur, encore une fois, l'ambition, sur l'importance des points forts, sur l'audace. C'est pour ça que, quelque part, dans le sport de haut niveau, on comprend assez vite qu'il faut de temps en temps sortir aussi de sa zone de confort pour faire la différence. Oui. Qu'est-ce que j'ai que les autres n'ont pas, qui potentiellement vont m'aider à faire la différence. Et ce projet, si on ne veut pas être juste un candidat de plus, une candidature de plus, si on veut gagner l'obtention des Jeux et réussir ces Jeux, il va falloir qu'on se démarque, il va falloir qu'on exprime ce que la France peut vraiment proposer, que les autres pays n'ont pas à proposer. Et donc tout ça, quelque part, pour moi, c'était un peu des évidences, même si autour de moi, j'avais quelque part les meilleurs experts, parce qu'on a quand même dans ce pays des gens remarquables qui sont des cadors dans tous les domaines et qui avaient envie de faire partie de cette aventure un peu unique, parce que les Jeux, c'est une fois tous les 100 ans. Donc forcément, cette génération, notre génération, moi j'ai été stupéfait. Il y a des gens qui ont tout abandonné de leur situation professionnelle, qui avaient, certains étaient propriétaires d'agences, ont vendu leur boîte pour rejoindre l'aventure, même si c'était potentiellement pour quelques mois, parce qu'on ne savait pas si on allait obtenir les Jeux. Donc voilà, des gens qui étaient joueurs, entre guillemets, pour se dire « Ok, moi j'ai pas envie de passer à côté de ça ». Ce podcast vous est proposé par le 1 Hebdo, l'hebdomadaire qui décrypte l'actualité en 1 heure de lecture. Retrouvez le 1 Hebdo chaque semaine, en kiosque et en librairie, et à l'abonnement sur le 1hebdo.fr. Vous pouvez assister au lundi du 1, chaque mois, à la bourse de commerce Pinot Collection. Pour rester informé, abonnez-vous à notre newsletter La Lettre du 1. Alors, je vais te dire le nom magique, entre guillemets, c'est-à-dire le nom de Martican. Alors, peut-être tu peux nous dire qui est ce Martican, qui est un nom un peu urticant, et qui, pour toi, dans la saga familiale des Estanguet, est un nom très important. Oui, c'est un peu ma bête noire, Martican. C'était mon adversaire. Voilà, c'est un peu prétentieux de le dire, mais dans notre sport, pendant une vingtaine d'années, c'était un peu le duel Federer-Nadal. Il y avait un peu moins connu, Estanguet-Martican. Voilà. C'est pour ça que c'était un peu prétentieux de ma part, mais c'est vrai qu'en canoë, il a été champion olympique en 96, j'ai été champion olympique en 2000, j'ai été champion olympique en 2004, il a été champion olympique en 2008, j'ai été champion olympique en 2012. Donc quelque part, voilà, pendant quelques Olympiades, on a un peu trusté, c'était la même chose sur les championnats du monde entre les Jeux olympiques. Donc on a vraiment dominé ce sport tous les deux, et c'était à chaque finale un vrai combat, jusqu'à cette dernière finale pour moi à Londres, où il s'élance juste avant moi, il prend la tête avec plus de 3 secondes d'avance, et je me dis, mais c'est pas possible, pendant toute ma carrière, depuis qu'on est junior, Martican ne m'aura jamais rien épargné, et jusqu'à ma dernière course, où il faut qu'il me sorte une finale de l'espace, donc je prends à 45 secondes de mon départ, quand j'entends le speaker répéter à peu près 12 fois le temps stratosphérique de Martican, je
je me dis que là, il va falloir aller très très vite sur la finale. Donc c'est vrai que cette rivalité avec Martican, elle m'a beaucoup aidé finalement, parce qu'elle m'a obligé tous les jours à aller à l'entraînement en me disant que Martican, lui, il était à l'entraînement. Il était déjà à l'entraînement. Et que même si dans les Pyrénées, le gave n'était pas toujours très chaud, l'hiver notamment, mais qu'en Slovaquie, sûrement que l'eau était encore plus froide. Donc j'avais aucune excuse et il fallait aller m'entraîner. Donc c'est vrai qu'on s'est, je crois, vraiment tiré la bourre de manière assez saine. Ouais. On est resté très proches. Voilà. Bon, c'est des sports où il n'y a pas beaucoup d'argent, encore une fois. Donc on a aussi, je crois, une forme de lucidité sur l'importance de la compétition, mais voilà, aussi le respect mutuel. Mais donc c'est vrai que Martican et mon frère, c'est un peu les deux personnes avec qui j'ai entretenu une relation très très forte et qui m'ont permis finalement de vraiment tirer le meilleur de moi-même sur ces grands moments. Je pense que tu peux nous raconter, parce qu'on a tous entendu ton discours à la cérémonie d'ouverture. Tu n'as pas eu le temps de prévenir ton frère que tu allais parler de lui, parce que la beauté de cette histoire, c'est que vous êtes frères, donc vous êtes entraînés ensemble, et tout fait ensemble, et à un moment donné, vous devenez concurrents. Vous êtes devenus concurrents. Oui, parce que c'est vrai que moi, mon frère, je lui dois beaucoup de choses. Il a 5 ans de plus que moi. Ça a été vraiment un peu mon idole, ma référence. J'adorais tout ce qu'il faisait. Il faisait des choses incroyables. J'étais plus jeune que lui, donc j'avais l'impression que c'était un génie, mon frère. Donc il m'a beaucoup aidé. Il m'a pris un peu aussi, il m'a accompagné, il m'a donné des conseils. Il avait envie que je réussisse. Jusqu'au jour où il a compris que si je réussissais, ça veut dire que je lui piquais sa place. Donc, notamment dans la sélection olympique. Voilà, parce que pour les Jeux de Sydney en 2000, il n'y a qu'une place, effectivement, pour la France. Et mon frère, qui pourtant a été médaillé olympique 4 ans plus tôt, qui est numéro 1 mondial à ce moment-là, qui fait partie des grands favoris pour le titre, sauf que moi, je n'ai pas envie de lui laisser la place. Donc du coup, il y a cette rivalité qui est assez terrible. Mes parents viennent à la compétition, mais ils restent dans la voiture, tellement c'est difficile. Il faut imaginer que c'est forcément une forme de traumatisme très difficile dans une famille de traverser ça. Mais ça nous a aussi, quelque part, rapprochés. L'histoire, elle est belle parce que je me qualifie pour mes premiers Jeux, je gagne, parce que là, sinon, je ne rentrais pas. Je restais en Australie. Si j'avais éliminé mon frère et derrière, si je m'étais écroulé, je pense que je n'avais pas le droit de rentrer à la maison. Mais ça se termine bien, ça se passe bien à Sydney. Et puis derrière, effectivement, il devient mon entraîneur. C'est ça. Et, pour te faire finalement t'aider à obtenir ta 3e médaille olympique. Voilà, après l'échec de Pékin dont tu parlais tout à l'heure, moi je ne savais pas trop. J'étais quand même très déçu, très frustré de l'échec de 2008. Et j'avais vraiment du mal à vivre avec l'idée que ça allait s'arrêter comme ça, ma carrière, sur un échec. Et donc, j'en discute avec mon frère et je lui propose de devenir mon entraîneur. Et donc, pendant 4 ans, on repart à la conquête des titres. Et je crois que c'est ma plus belle Olympiade des 4, même si c'est la dernière et qu'après 30 ans, j'avais entendu là aussi que c'était plus difficile de progresser. Finalement, je suis champion du monde en 2009, champion du monde en 2010, champion d'Europe en 2011 et champion olympique en 2012 avec lui. Comme entraîneur. Ça a été une Olympiade assez extraordinaire. Alors, je suis heureux que tu racontes tout ça, parce que le fil rouge aussi, c'est l'olympisme. C'est-à-dire que dans cette période-là, non seulement tu es un champion olympique, donc c'est quelque chose d'individuel, mais en même temps, cette idée de l'olympisme te traverse, tu vois que c'est encore plus grand que le seul fait même d'être un médaillé d'or. Et donc déjà, il y a quelque chose qui se met en route aussi, de se dire, j'aimerais bien en faire partie de cette histoire-là. Ouais, c'est un univers qui me fascine, effectivement. Parce que finalement, je me rends compte que tous les 4 ans, à chaque fois qu'il y a des Jeux, il se passe quelque chose. Barcelone, moi, j'arrive à Barcelone, je vois cet univers, cette magie, cette universalité. Enfin, voilà, moi, je n'étais jamais trop sorti de mes Pyrénées. À ce moment-là, on n'avait pas forcément beaucoup de moyens, donc on ne voyageait pas, et ainsi de suite. Donc, Barcelone, c'était pour nous déjà quelque chose de formidable. Et cet univers olympique, je me dis, waouh, quand même, ça a de la gueule, quoi. C'est assez extraordinaire. 4 ans plus tard, j'ai eu des émotions très fortes à la télé derrière les Jeux d'Atlanta.
Et 2000, j'arrive pour mes premiers Jeux en Australie. Cette cérémonie d'ouverture avec Cathy Freeman qui allume la vasque. Pour moi, c'était un rêve, quoi. C'était un rêve éveillé. Je rencontre des grandes stars de l'athlétisme, des gens que je ne voyais qu'à la télé. J'ai l'impression de... J'étais fasciné par cet univers-là. Et je me disais quand même que ça avait tellement eu d'impact dans ma vie que quand on a commencé à se poser la question de qu'est-ce que je vais devenir après ma carrière d'athlète, je me suis dit quand même si je pouvais rester dans le sport et dans l'olympisme, ce serait chouette parce que j'y crois. Alors là aussi, il y a des rencontres, il y a des moments comme ça où on a l'impression que les astres commencent à s'aligner. Donc il y a la figure de Bernard Lapassé, donc qui est une grande figure du rugby, qui, si j'ai bien compris, n'a pas vu ces Jeux Olympiques. Il est décédé un an avant. Donc Bernard Lapassé, le bien nommé Lapassé, parce que dans Lapassé, il y a la passe, parce qu'il va te passer la responsabilité à un moment donné. Mais quand je dis vous étiez 4 au début, donc c'est lui qui te contacte, qui te dit... C'est lui le premier, ouais, c'est lui le premier à y croire. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de croiser sa route parce que des grands dirigeants qui humainement ont cette force de caractère pour essayer de transmettre, pour essayer d'accompagner la génération d'après. Il était vraiment dans le coup d'après, Bernard, et c'est le premier, parce que moi, honnêtement, la première fois qu'il m'appelle, où il me dit « j'ai besoin de toi pour organiser les Jeux », moi, je savais faire des coups de pagaie, mais à part ça... Et il a été le premier, au début, à me mettre dans les réunions. Je n'étais pas capable de dire un mot, tellement c'était pas mon univers, les acteurs politiques, les grands Comme dirigeants. tu dis, tu deviens une éponge. En fait, tu vas Par contre, en 3 ans à ses côtés, j'assimile énormément. Ouais. Et puis petit à petit, il me met en situation qu'on connaît aussi un peu dans le sport, où il faut que je fasse un peu mes preuves aussi de temps en temps. Pour présenter le projet, pour prendre la parole en public, pour aller devant des journalistes, et ainsi de suite, pour présenter le projet. Donc tout ça a été très, très formateur. Et assez vite, je comprends qu'en fait, sa volonté, c'est de me laisser les clés et de m'accompagner jusqu'au moment où je serai capable, entre guillemets, d'être le président seul de l'organisation. Alors, si on prend les événements, j'allais dire objectifs, qui font que les 2024 a existé pour les JO de Paris. D'abord, j'ai compris en te lisant que si les Jeux sont sur le même continent 4 ans avant, il n'y a pas beaucoup de chance, 4 ans après, que ce soit... Si c'était Madrid, ça ne pouvait pas être Paris. C'est vrai. Donc là, le premier soulagement, c'est quand c'est Tokyo. C'est ça. Parce que c'était Madrid et puis une autre ville européenne qui était en... Istanbul. Et Istanbul, oui, qui était en gros européenne. Oui. Enfin, en tout cas, qui pouvait être considérée comme... Tout à fait. Donc, dès lors que c'est Tokyo... Donc ça, en 2013, voilà. Il y a l'attribution des Jeux de 2020, qui auront lieu en 2021 à cause du Covid. Mais donc, en 2013, déjà, nous, on attend un peu de savoir ce que le CIO va décider. Et même si je ne l'ai pas dit aux Espagnols, j'avoue que je suis un petit peu soulagé quand je les vois perdre. C'est terrible, le sport, mais c'est comme ça. Et effectivement, c'est Tokyo qui l'emporte et qui, du coup, ouvre la possibilité pour la France d'avoir une chance de gagner les Jeux de 2024, potentiellement de nouveau face à Madrid. Et du coup, c'est plein d'étapes comme ça. Et c'est vrai que les planètes se sont alignées parce que finalement, petit à petit, tout était réuni pour que Paris puisse avoir les Jeux. Oui, parce que alors, il y a déjà ça, ce préalable, mais après, il y a des villes qui ont... Boston, par exemple, va être candidat et puis finalement se retire. Rome va se retirer. Et puis, il y a à un moment donné une proposition du CEO de dire qu'il y aura peut-être une double candidature, 24-28, comme pour laisser une porte de sortie. Et là, est-ce que tu peux nous raconter comment, là, c'est le sportif qui revient en disant non, mais on va se battre en 2024, on ne veut pas de 2028 ? En fait, sur la fin, quelque part, donc, on est là en juillet 2017. Dans les 3 derniers mois, il reste la France et les États-Unis, avec 2 projets quand même de très bon niveau. Ouais. Et le CIO est très embêté. Voilà. Le CIO est très embêté parce qu'on dit au CIO, écoutez, nous, on a candidaté 6 fois, la France, c'est notre dernière candidature. Donc si vous ne voulez pas de la France, vous le dites une dernière fois, et puis après, vous n'aurez plus la France, vous serez débarrassé de la France. Les États-Unis tiennent à peu près le même discours, parce que les États-Unis ont aussi candidaté à plusieurs reprises, et se sont fait battre. Alors c'est un peu stratégie tout ça, Peut-être que les Français auraient décidé d'y retourner quand même, mais
Mais le CIO est très embêté. Et donc, essaie de nous dire, bon, ben, voilà, il faudrait trouver peut-être un accord, pouvez-vous mettre d'accord, qui veut 2024, qui veut 2028, tout le monde veut 2024. Parce que déjà en 2024, ça paraît loin. Ouais. Se dire en 2028, on ne sait pas du tout dans quel état, qui seront les dirigeants politiques et ainsi de suite. Donc non, nous, notre projet, on a un mandat, c'est d'être candidat pour 2024. Et les États-Unis, au début, ils disent à peu près la même chose au CIO, parce qu'ils n'ont pas non plus envie de prendre 2028. Donc cette double attribution, elle arrange le CIO, mais il y a un jeu un peu de poker qui s'installe avec les Américains, et où, moi je dis, je suis un peu audacieux sur ce coup, mais nous, on est prêts à aller au vote. On va au vote pour 2024, Oui. et tant pis si on perd, Oui. on ne prendra pas 2028. Et donc, on maintient vraiment cette pression très forte. Et en juillet, donc quelques mois avant l'attribution des Jeux, Los Angeles dit, nous, on veut bien jouer, mais vous inquiétez pas, on prendra 2028 si jamais on n'avait pas 2024. Et donc, à ce moment-là, on sait qu'on a gagné parce qu'on ouvre une porte de sortie au CIO. Et le CIO se dit, très bien, on va donner à Paris en 2024 et à Los Angeles en 2028. Et puis, alors, vous faites un coup incroyable avec le New York Times. Ouais. Et peut-être tu peux dire un mot là-dessus. Oui, on a été là où on pensait que les Français, parce que moi j'ai tout entendu sur le fait que la France qu'on n'était pas bon, que jamais on ne battrait les Américains, s'il y avait les Américains, ainsi de suite. Et donc en avril 2017, donc vraiment sur la dernière ligne droite, il y a un oral très important devant la famille olympique pour présenter le projet. On est au Danemark et on se dit, est-ce qu'on ne ferait pas un coup ? Et on a pris une page de pub dans le New York Times. Et donc la une du New York Times. C'est ce qu'on appelle une surcouverture. Une surcouverture, une pub en une. Et donc on fait livrer le matin à tous les membres du CIO, au petit déjeuner, avant la présentation, le New York Times qui titre sur Paris 2024, venez partager les Jeux. Ouais. Et donc les Américains sont furax. Mais vraiment, on les a... Enfin, ils ont pété un câble. Ça montre qu'on était prêt à pas se laisser marcher dessus, à montrer qu'il y avait quand même aussi un peu de fougue dans ce projet. Ouais. Le projet, non seulement il était très fort, mais qu'en plus on les voulait vraiment, ces jeux, que quelque part il y avait de la stratégie, il y avait de la prise de risque, il y avait cette impertinence un peu aussi française. Et voilà, on a joué toutes les cartes. Jusqu'au bout. Oui. Alors, Mercedes Serra, qui est une figure de BETC, dont je connais le punch, arrive un jour avec votre premier slogan, qui sera la force du rêve. C'était quoi ce rêve pour toi, à l'endroit où tu étais à ce moment-là, c'est-à-dire ta vie de sportif était derrière toi, en tout cas ta vie de champion sportif, et tu étais là, l'artisan de celui qui allait faire peut-être que les Jeux auraient lieu. La force du rêve, tu l'aurais incarné comment, ce rêve, à ce moment-là ? La force d'un rêve, ça ne voulait pas dire grand-chose peut-être, mais pour moi, ça voulait dire beaucoup parce que c'était effectivement à la fois ce côté très inspirant, ce côté onirique qui permet de quelque part emmener des émotions. À partir de ce moment-là, l'idée, c'est aussi de se dire, ce projet va être créatif, va être audacieux, on va mettre les émotions en avant. On veut... quelque part bousculer un peu les codes. Pendant longtemps, les Jeux ont été basés sur un modèle d'héritage sur les infrastructures. Et notamment Barcelone a été un projet qui a permis, les Jeux ont permis quand même de transformer la ville. Bien sûr. Oui. De laisser un héritage matériel très important. Mais ça a été le cas dans beaucoup de villes qui ont organisé les Jeux, qui ont permis de construction de beaucoup d'infrastructures. Nous, ce n'était pas tant ça, l'enjeu de Paris. Oui. Ce n'était pas tant de construire de nouvelles infrastructures. C'était vraiment d'utiliser les émotions, la force, la puissance des émotions du sport pour rassembler les gens et leur faire vivre un moment inoubliable. C'est ça. Et la force d'un rêve, il y avait un peu cette énergie-là dans le slogan. Alors, le rêve et l'émotion, on a vraiment été servis. Est-ce que déjà, tu imaginais à quoi ça pourrait quand même un peu ressembler? Tu parlais tout à l'heure, quand tu étais un sportif de haut niveau, il fallait marquer la différence. En quoi tu étais différent des autres et en quoi c'était une qualité pour gagner? Est-ce que vous voyiez des choses qui, dans Paris,
Est-ce que c'était le décor patrimonial, le fait que tout était assez près? Est-ce qu'il y avait des choses qui vous accrochaient dans ce que pourraient être les Jeux? Alors, le cycliste que je suis a été émerveillé, et d'ailleurs le Tour de France vous a copié après, de voir les cyclistes dans la butte Montmartre. Pour la première fois, j'avais jamais vu une compétition là, sauf celle que je fais tout seul sur mon vélo de temps en temps. Mais vous voyez des choses déjà qui apparaissaient, des lieux? Non, je pense que c'est venu progressivement, mais une conviction très forte depuis toujours que on allait être obligé d'être très audacieux. Parce que vraiment, hein, ce qui pour moi a été le plus difficile à gérer dans toute cette aventure, ça a été le manque d'ambition et le pessimisme latent. Les gens n'y croyaient pas, les gens ne voulaient pas y croire, les gens étaient convaincus qu'on n'était pas capable. Nous, on avait un nom de code un peu chez nous, c'était les pas possibleurs. Parce que tous les jours, le premier truc que j'entendais, moi, c'est « n'est pas possible ». Ouais. Et ça a été le plus dur. Donc, la réponse à ça, ça a été de se dire on va compenser en étant encore plus audacieux. Oui. Vous nous dites ça, on va faire une cérémonie en ville. Ouais. Et on va la faire sur la Seine. Ouais. Vous nous dites ça, la flamme, la vasque, on va la faire voler, on va la faire décoller. Ouais. Là, vous aviez un peu fumé la moquette. Quoi. Mais ouais, mais c'est exactement ça, c'est de se dire attention, parce que si vous continuez à dire que c'est pas possible, on va revenir avec des idées encore plus folles. Et le cyclisme, non, on va pas reprendre la dernière étape du Tour de France. Ça marche bien le Tour de France chaque année à Paris. Non, on va pas faire ça nous. Et le marathon de Paris, c'est pareil. On va raconter une autre histoire. Et donc on a à chaque fois essayé de répondre par l'audace de se dire on va surprendre, on va être créatif. Et on a mis en valeur numéro 1 de Paris 2024, la créativité. Voilà. On va être audacieux sur la cérémonie d'ouverture des Jeux. C'est la plus grosse audience. C'est là qu'on veut dire que dès les premières minutes, les gens comprennent que ce projet ne ressemblera pas aux autres. Il se passe vraiment quelque chose, oui. Et d'ailleurs, quand tu te réveilles le matin, tu regardes le ciel et il pleut. Oh là là. Je ne veux pas remuer un mauvais souvenir du début, parce qu'après, finalement, cette pluie, je ne dis pas qu'elle a été bénéfique, mais non. Tu as eu bien peur. Ne dis pas ça. Tu as eu bien peur quand même. Terrible, ouais. Ça a été très très dur pour nous de vivre ça, parce que c'est vrai que, pourtant, on a été joueurs. Alors, il y avait soi-disant 4% de chance sur les 60 dernières années qu'il y ait plus de 20 minutes de pluie. On est bon en statistique en France. Et c'est vrai que la veille au soir, quand on va se coucher, on est tellement content parce qu'on a le dernier bulletin météo de Météo France qui nous annonce qu'il n'y aura pas de pluie pour la cérémonie d'ouverture. Et le matin, quand on se réveille et qu'il pleut, on se dit bon, il vaut mieux qu'il pleuve le matin, mais ce soir, Météo France a dit qu'il ne va pas pleuvoir. Et en fait, ça a commencé à peu près à 19h30. À un moment où on a commencé la cérémonie, puis ça s'est arrêté à peu près à 23h30 quand on a fini la cérémonie. Donc c'est vrai que ça a été dur. Moi, j'ai pas bien pu profiter de la cérémonie d'ouverture. Ça nous a un peu gâché, nous, la fête, parce qu'il y avait 12 tableaux, 12 moments importants. Chacun des tableaux, on se demandait si les artistes allaient pouvoir s'exprimer, performer, alors que les conditions étaient quand même assez dantesques. Mais au final, là où je pensais que j'allais me faire engueuler pendant la nuit et le lendemain, finalement, on a vu l'impact et je crois que le pays s'est réveillé quand même un peu différemment. La vague de pessimisme et de critique s'est transformée en soutien. Il y a une adhésion extraordinaire. Une forme de fierté. C'est devenu du sport national qui était de critiquer les Jeux. À la fin, le premier qui critiquait les Jeux, il était exclu, quoi. Donc c'est vrai que c'était assez remarquable et d'une puissance folle. Mais en tous les cas, ça vaut la peine. L'enseignement, c'est que ça vaut la peine d'être audacieux. Parce que cette cérémonie, il a fallu quand même se battre pour la défendre à plusieurs reprises, jusqu'au bout. Il y a eu quand même beaucoup de détracteurs. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, finalement, c'était important pour nous d'avoir ce démonstrateur de, encore une fois, l'ADN de Paris 2024. Un projet qui s'engageait, qui était audacieux.
Est-ce que entre 2017 et ce moment, il y a eu des épisodes qui ont fait que tu t'es mis à douter ou que tu as eu un peu peur qu'il y ait un grain de sable qui fasse que ça ne marche pas? Il y a des moments où on voit tu es attaqué, des emmerdements arrivent. J'ai en tête cette fameuse tour de contrôle des juges à Tahiti avec ce surfeur qui fait cette vidéo virale et qui dit que c'est pas possible, que le massif corallien va être attaqué, etc. Bon, il y a eu un moment donné, c'était tous les jours tempête quand même. Ouais, c'est ça. Il y a eu quelques tempêtes. Ouais. Il y a eu beaucoup de tempêtes. Ce serait malhonnête de ma part de vous dire que ça a toujours été facile. Il y a eu des moments un peu doux. Je pense que ce qui nous a vraiment permis de tenir, c'est qu'on était quand même une équipe très solidaire. Ouais. On a tous pris des coups de stress, des coups de moins bien, des coups durs, à des moments différents. C'est notre chance, c'est il y avait toujours quelqu'un dans l'équipe qui remontait le moral des autres. Et quand même, je crois que ce qui nous a sauvés, c'est qu'on s'est obligé à définir des indicateurs dès le départ de où on aimerait être à J-, Oui. à J-1 an, à J-2 ans, à J-3 ans, et ainsi de suite. Dès le départ, avant que toutes ces tempêtes arrivent, et ainsi de suite, C'est ça. de dire, si on veut réussir notre coup, comment il faudrait qu'on arrive. Et on s'est beaucoup appuyé sur Londres, on s'est beaucoup appuyé sur Rio, sur tous les grands événements qui nous ont aidés à dire, nous, attention, on a eu ces galères-là et ces problèmes, donc prenez de la marge sur ça, et ainsi de suite. Donc on a eu cette méthode quand même, et donc on avait quand même des indicateurs. Il ne fallait pas trop lire les journaux à certains moments, mais on avait des indicateurs sur le nombre de volontaires. Les volontaires, ils avaient envie d'être là. Le nombre de billets vendus. Les gens, quand même, ils achetaient des billets. Ils avaient quand même envie d'être là, même s'il y avait beaucoup de critiques. L'avancement des infrastructures. Le nombre de partenaires qui finançaient. On avait un modèle économique qui était à 95% sur de l'argent privé. C'est ça. Donc on était un peu comme ça quand même. Et finalement, notre plan d'avancement sur la gestion du budget, elle s'est plutôt bien passée. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans le livre, c'est que vous tirez les leçons des échecs antérieurs. Et notamment, tu dis à un moment donné, peut-être c'est pour ça que vous n'avez pas eu les Jeux qu'a eu Londres, qu'il y avait une image un peu d'arrogance de la France, et aussi du côté franco-français. Et il y a des scènes, je trouve, incroyables, où vous êtes 3 ou 4 à vous exprimer. Il y en a qui commencent en français, Anne Hidalgo parle en espagnol, toi tu parles en anglais. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur comment précisément les échecs d'avant, vous les avez transformés, vous les avez écoutés, analysés, pour réussir justement vous? Oui, alors encore une fois, on n'avait pas vraiment le choix aussi parce que nous, notre mandat, c'était de faire gagner la France pour obtenir les Jeux. Là, on est vraiment sur la phase de candidature. On est allé convaincre le président de la République, la maire de Paris, qu'il fallait y retourner parce qu'on avait une vraie chance de succès. Et que selon nous, contrairement aux fois d'avant, pourquoi on pensait qu'on avait une chance de succès. Et donc on a tiré des enseignements, on a fait une analyse de toutes les candidatures précédentes où effectivement la gouvernance était des fois un peu difficile et les membres du CIO en face disaient mais en fait on ne sait pas qui décide, on ne sait pas. Oui, alors il y avait un côté politique, c'est-à-dire pas d'unité politique. On voit bien qu'ils ne sont pas du même parti, que c'est compliqué. Donc voilà, nous on veut un peu de stabilité. Un projet olympique c'est sur presque 10 ans. Il va falloir que vous ayez une équipe qui puisse avoir une forme de continuité, sinon vous n'allez pas y arriver. Et pendant longtemps, les Français revenaient avec une candidature portée par des acteurs politiques qui, par nature, n'ont pas la garantie d'être là pendant 10 ans. C'était compliqué, donc il y avait ce côté-là. Le côté effectivement un peu arrogant, un peu prétentieux, à dire nous les Français on sait faire, et vous n'avez pas, vous le CIO, nous expliquer comment il faut faire. On disait qu'ils avaient même été mauvais perdants en 2012. Oui, voilà. Bon, et donc, nous, on a été un peu plus à l'écoute, je crois, de cette famille olympique, des fédérations internationales, moi, je reste très proche de cet univers-là encore, parce que un sport comme le mien n'existerait pas vraiment s'il n'était pas aux Jeux Olympiques. Il y a beaucoup de petits sports dont la survie dépend de leur présence aux Jeux. Bien sûr. Et donc, quelque part, quand vous allez rencontrer le président de la Fédération internationale de ces sports-là, c'est bien de le respecter et pas de lui dire écoute, ton sport, on va le mettre là et puis tu n'as pas ton mot à dire. Non, il y a une forme de construction, de partenariat à nouer avec ces décideurs un peu internationaux pour qui les Jeux, c'est très important parce que c'est une fois tous les 4 ans et que ça permet de développer un sport pendant les 4 prochaines années, et ainsi de suite. Donc,
Donc voilà, du coup, on a remis quelques règles qui peuvent paraître assez logiques, mais qui n'avaient pas forcément été respectées par les candidatures précédentes. Oui, c'est ça. Il y a un passage aussi sur les sports additionnels. Et tu n'as pas été aimé de la fédération de karaté. Non. On comprend parce que tu n'as pas voulu ce sport. Mais les gens ne voulaient pas comprendre qu'en fait, c'était le choix. Chaque ville olympique choisit quelques sports qui ne seront pas nécessairement dans l'Olympiade qui suivra. Alors, il y a une vie après la vie sportive, c'est d'organiser les Jeux olympiques. Ça, c'est fait. C'est quoi la vie après avoir organisé les Jeux olympiques ? La vie d'après, déjà pour moi... la première décision, ça a été de dire je fais une pause. C'est vrai que je n'avais pas forcément fait ça entre ma vie d'athlète et la vie de Paris 2024, parce que j'avais quand même un peu cette appréhension de est-ce que je suis capable de faire autre chose, qu'est-ce que je vais devenir, et ainsi de suite. Donc j'ai enchaîné tout de suite après, et puis il y avait cette opportunité en plus de Paris 2024 qui s'est présentée. Et donc fin 2024, quand j'ai terminé mon mandat, je me suis un peu obligé de prendre un peu de recul, de me dire pendant 6 mois, tu me prends. J'ai eu quelques propositions diverses et variées, mais je ne voulais pas, je voulais vraiment faire une pause. C'est à ce moment-là qu'est arrivée cette idée de livre. Et donc, depuis, ça m'a permis de prendre du recul et de me dire que quand même, j'ai envie de rester dans le sport. Parce que je pense que c'est là que j'ai le plus d'impact. C'est là que je pense que ce qu'on a vécu avec les Jeux de Paris reste pour moi une histoire qui est presque inachevée, dans le sens où j'ai été un peu marqué par le fait que quand ça s'est arrêté, on est vite passé à autre chose. Et c'est vrai que les budgets dans le sport ont été coupés et ainsi de suite. Ça a été un petit peu difficile quand même de voir que ce qui nous a rendus fiers, ce qui nous a rendus, entre guillemets, unis, l'enseignement, c'est qu'on passe à autre chose. Et puis, voilà. C'est comme si ça s'effaçait. Non pas que ça n'a pas existé, mais en tout cas... Voilà. Et pourtant, parce que ça a été ma vie depuis toujours, je reste convaincu que le sport a un rôle très important à jouer dans la société. Donc la vie d'après, c'est de continuer à m'investir dans le sport français notamment, pas forcément avec un rôle politique. Voilà, j'ai pas envie de m'impliquer dans la vie politique, mais par contre de réussir à continuer à utiliser cette méthode de l'organisation des Jeux au service d'autres événements sportifs en France ou ailleurs, au service d'entreprises qui souhaitent ou qui n'ont pas forcément eu encore l'idée d'investir dans le sport, mais les convaincre que ça fait beaucoup de sens et que ça peut être leur intérêt d'investir dans le sport. Voilà, j'ai envie de continuer à porter. Alors, pas en étant numéro 1, mais plutôt en accompagnant les autres. Il y a des Jeux d'hiver qui vont arriver bientôt. Donc, je vais essayer de voir comment on peut accompagner la réussite de ces Jeux. Et il y a plein d'autres très beaux événements. Donc, on va voir comment, avec mon équipe rapprochée, on peut continuer à s'impliquer pour démontrer que le sport peut générer de l'impact positif dans la société. Magnifique, Tony. Nous, on a eu beaucoup de chance de t'avoir ce soir. Merci beaucoup. Merci pour à toi. cette rencontre. Merci beaucoup. Cette conversation vous est proposée par le 1 Hebdo, un hebdomadaire qui, depuis 10 ans, traite d'une grande question d'actualité en rassemblant plusieurs points de vue, plusieurs regards. Cette aventure de presse, unique en son genre, est née d'un besoin d'ouverture à la réflexion et à l'intégration des savoirs, dans une époque toujours plus complexe où débattre avec nuance est devenu difficile. Nous vous donnons rendez-vous chaque mercredi en kiosque pour vous proposer de vivre notre époque sans la subir, à travers la plume d'écrivains, de chercheurs de tous horizons, d'illustrateurs, de poètes et bien sûr de journalistes. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette belle aventure de presse libre et indépendante en vous abonnant sur le 1hebdo.fr.